Et voilà que Chirac et Villepin retournent les djembés, coupent les cordes, et les djembés vomissent, il n'y a pas d'autre terme, vomissent des dollars, mais des billets de 5 et de 10. Mais alors, en veux-tu, en voilà. Hein. Il prend un paquet, il met là, il prend un deuxième paquet, il met là, il prend un troisième paquet, il le met là, il prend un quatrième paquet, il le met là. Et il se lève. Et il va pour fermer. Il n'arrive pas. Il n'arrivait. Je lui dis, mais monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites? Et il me dit, je lui dis, mais monsieur le maire, ça se voit. Ça se voit, vous avez pris du poids. À la fin de la présidence Chirac, j'ai arrêté ce commerce que je qualifierais aujourd'hui de nauséabond. Parce que cet argent aurait pu servir à autre chose dans ces pays-là. Il est évident que toute campagne électorale coûte cher et il faut bien aller trouver l'argent là où il faut le trouver. C'est évident qu'il y a des cabinets qui doivent jouer aujourd'hui ce rôle. Ceux qui étaient, comment vous dire, guidés par l'âme, aujourd'hui est guidé par le froid, voyez, la technicité. Ce sont des relations séculaires entre la France et l'Afrique. Il y a quelque chose qui bat dans le cœur des Africains et qui bat dans le cœur de chaque Français. Nous avons des relations quand même particulières avec les États africains et avec les populations africaines. Et ce que ne supportent pas aujourd'hui tant les dirigeants africains et les populations africaines, les élites africaines, c'est l'arrogance de nos dirigeants. Continuer à entretenir des relations entre la France et l'Afrique selon le vieux schéma, c'est impossible. Il faut s'adapter. Mais si la France-Afrique régénérée existait aujourd'hui, la perte d'influence de la France n'existerait pas. Alors, la France serait toujours en première place. Pour cette première émission de Tocsin, des entretiens de Tocsin, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui a été au cœur pendant 40 ans, je peux dire, des relations entre la France et l'Afrique. Et les relations entre la France et l'Afrique, elles datent de plusieurs siècles pour certaines régions, pour d'autres un peu moins, mais ça a été, disons, un mariage, des fiançailles, des relations passionnantes, tumultueuses et qui perdurent encore avec les bons et les mauvais côtés, avec les zones d'ombre et les zones de lumière. Et un livre qui vient de paraître, passionnant, et bien qui raconte le livre de Robert Bourgi aux éditions Max Mignot, qui raconte cette saga. Voilà, vous entendez un bruit de fond, c'est le bruit d'une cour. Vous savez, on est dans mon appartement, il y a des bruits de cour, on est en train de repaver la cour, alors vous allez entendre un bruit de fond, mais ce bruit de fond ne nous empêchera pas de dire tout ce que nous avons à dire. Robert Bourgi, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Robert Bourgi, c'est très intéressant parce que d'abord, moi je voudrais qu'on fasse une espèce de foire à neuneux aux clichés. Vous savez, chaque personnage, et vous êtes un personnage de la vie publique française depuis longtemps, eh bien les clichés. Et les premiers clichés, c'est évidemment France-Afrique, les valises pleines d'argent, le convoyeur de fonds, le problème qui allait voir messieurs Bongo et Sassou Nguesso et tous les autres, et qui ramenait à l'Élysée, avec des présidents successifs, effectivement, de quoi alimenter, il faut le dire, et ce n'est pas du tout illégal, les campagnes électorales, les fonds, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez développé effectivement avec ces chefs d'État africains, comme avec certains chefs d'État français, des relations extrêmement privilégiées que vous racontez dans votre livre. Alors d'abord, je voudrais savoir, au fond, aujourd'hui, on est en 2024, est-ce que la France-Afrique, telle que vous l'avez connue, telle que vous l'avez pratiquée, est-ce que ça existe encore ou ça ne veut plus rien dire du tout, comme disait Charles Aznavour de Montmartre? Je pense que la France-Afrique
telle que je l'ai connue, dans laquelle j'ai évolué, dans laquelle j'ai travaillé, où j'ai entendu des choses qui peuvent se dire et d'autres qui ne peuvent pas se dire, n'existe plus sous cette forme originelle. D'accord. La France-Afrique a évolué, comme toute chose en ce monde, elle s'est transformée et je pense que la France-Afrique que j'ai décrite dans mes mémoires n'existe plus du tout. Du tout. Et elle n'existe plus du tout. Et je devrais dire, malgré les côtés obscurs de la France-Afrique, si elle s'était maintenue, la perte d'influence de la France que l'on constate aujourd'hui serait autrement moins accentuée. Ouais. Vous voulez dire que s'il y avait encore la France-Afrique, si ça fonctionnait comme vous l'avez vu, fonctionner comme vous l'avez vécu, ça aurait été bien pour la France. Absolument. Et pour l'Afrique. Absolument, à la condition que les chefs d'État français aient pu conduire le pays en suivant l'évolution, le mouvement général du monde, et à condition aussi d'obtenir des chefs d'État africains de s'adapter au monde nouveau. Mais continuer à entretenir des relations entre la France et l'Afrique selon le vieux schéma, c'est impossible. Il faut s'adapter. Mais si la France-Afrique régénérée existait aujourd'hui, la perte d'influence de la France n'existerait pas. Alors, la France serait toujours en première place. Oui, ce qu'elle, malheureusement, elle n'est pas vraiment aujourd'hui. Hein, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est un constat douloureux à faire. Alors justement, Robert Bourgi, je voudrais qu'on entre dans le détail du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui nous écoutent là? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? D'abord, qu'est-ce que c'était que la France-Afrique de votre temps, au temps où vous l'avez vécu et pratiqué, et qu'est-ce qui faisait cette chose unique que de cette relation-là, pour le meilleur et pour le moins bon. Hein. Je sais que vous ne ferez pas de l'angélisme. Dites-moi. Le général de Gaulle, lorsqu'il donne l'indépendance aux ex-colonies françaises d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, avait mis en place un système de relations qui ressemblait étrangement au tutorat entre le chef de l'État français et les nouveaux présidents africains. Il avait un tuteur, quoi. Oui, plus qu'un tranquille. tuteur, un censeur. Un censeur, d'accord. Plus qu'un tuteur, un censeur. Et il avait à ses côtés un homme que les Africains de l'époque appelaient le grand sorcier, c'est-à-dire Jacques Foccart, qui était issu des rangs de la Résistance, avait fait partie de l'Assemblée de l'Union française et auquel le général de Gaulle, dès 1947, avait confié les relations avec les dom-toms de l'époque et avec les possessions françaises en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et ils ont mis en place, ils ont concocté un système de gouvernement et de relations qui faisait du président de la République française le super président, le proconsul dans les autres républiques africaines. D'accord. Donc il avait quelque part le pouvoir. Absolument. Ouais. Il avait fait en sorte de mettre à la tête de ces pays des hommes qu'il connaissait, surtout que Jacques Foccart avait connu. Ils ont mis en place des chefs d'État en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale qu'il dirigeait. Il n'y a pas un autre terme auquel il donnait des ordres. Oui. Et surtout, ces chefs d'État africains, pour se maintenir au pouvoir, étaient liés par des accords de défense. Avec la France. Avec la France, bien entendu. Bien sûr. Et lorsqu'un chef d'État commençait plus ou moins à vouloir se montrer dégagé de l'emprise française, comme par hasard, un coup d'État survenait et cet homme était dégagé. Et là, c'était la marque indélébile
de Jacques Foccart. Jacques Foccart. Et lorsqu'un coup d'État survenait dans une de ces républiques sans que la France ait été prévenue, voyez, la surprise, le chef d'État était renversé, Jacques Foccart faisait intervenir l'armée française immédiatement pour dégager les putschistes, libérer le président embastillé et le remettre au pouvoir. Ça s'est passé au Gabon en 1964. Le président de la République gabonaise, Léon Mba, était au pouvoir. À ses côtés, Omar Bongo, directeur de cabinet. Un coup d'État survient. Ils sont embastillés l'un et l'autre. Jacques Foccart est prévenu immédiatement dans la nuit, sans même prévenir le général de Gaulle, sans même prévenir M. Pompidou, qui était Premier ministre, avait décidé de faire sortir l'armée française de la garnison, et l'armée française est intervenue, a fait libérer Léon Mba tout de suite, dans la journée. Voilà ce qu'était, c'est le côté obscur de la France-Afrique. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une mainmise organisée, complètement, totale de la France sur... non seulement une mainmise politique, Monsieur Berkoff, mais une mainmise sur toutes les richesses économiques de ces pays. Le pétrole, le manganèse, l'uranium, le minerai de fer, tout était entre les mains du tuteur, du proconsul français. Et alors justement, cette espèce de mainmise à la fois politique, économique, énergétique, et vous rappelez à raison les richesses effectivement du sous-sol africain, comment a été récompensé, je ne dirais pas ces féaux, ces suzerains qui dirigeaient, parce qu'il fallait bien qu'il y ait quand même ce que recevait la France, et que donnait la France à ce moment-là, pendant cette période après l'indépendance, hein, soyons clairs. Elle donnait une seule chose, la garantie de rester au pouvoir et de ne pas être embêtés par leurs oppositions. Ils ne demandaient rien d'autre. Par exemple, quand la France retirait, je prends le chiffre 100 du pétrole gabonais, la France avait décidé de laisser 25% de ce pétrole au Gabon et les 75 autres pourcents aller vers la France. Et pareil pour les autres matières premières. C'est ça. Et c'était un accord accepté par tous les pouvoirs en place. Ils étaient contraints d'accepter. S'ils devaient rester au pouvoir, s'ils aspiraient à rester au pouvoir, c'était la condition sine qua non qu'imposait le général et à sa suite M. Pompidou, par l'intermédiaire de Jacques Foccart. Sans vouloir attenter à la statue du commandeur de Colomber les deux églises, je dirais que ça rappelle ce que disait Marlon Brando dans Le Parrain, je lui ai fait une offre qu'il ne peut pas refuser. Exactement. C'est ça. Oui, ça fait partie de la politique. Alors, justement, vous, et ce serait intéressant, vous, Robert Bourgi, vous avez raconté, et vous le racontez de façon intéressante dans votre livre, vous, au fond, vous avez connu cela dès l'enfance. Oui, j'ai connu un aspect de l'enfance. Un aspect, oui, bien sûr. Dès l'enfance, pourquoi? Parce que mon pauvre père et Jacques Foccart se sont rencontrés en 1947 à Dakar. Et tout de suite, l'alchimie s'est faite entre les deux hommes. Papa était beaucoup plus âgé que Monsieur Foccart, qui était à l'Assemblée de l'Union française, mais aussi qui était dans le commerce. Et papa était un industriel à l'époque. Ils ont noué des relations commerciales. Un des grands notables de Dakar, votre père. Il était président de la communauté libanaise. C'est ça. Et à la demande du gouverneur français de l'époque, s'était constituée une association des Libanais et des Syriens au Sénégal, et le pouvoir colonial français avait souhaité que papa en soit le président. Il est resté de 1947 à 1970. Il est resté ça fait 23 ans. Oui, 23 ans. Et des relations se sont nouées. Le général de Gaulle fonde le RPF, Rassemblement du peuple français. Oui, absolument.
En Et, 47. et Jacques Foccart était chargé de créer dans toutes les colonies françaises d'Afrique, de l'AOF et de l'AEF, des sections du RPF. Papa était un des membres dirigeants du RPF de Dakar et il avait eu la charge transmise par le général via Monsieur Foccart de collecter des fonds pour faire vivre le RPF français. Donc, collecter les fonds dans la communauté libanaise du Sénégal. Absolument. Pour Et des effectivement, autres colonies. et des autres colonies aussi. Absolument. Pas seulement du Non, Sénégal. et des autres colonies. Et donc, pour rassembler des fonds pour aider le RPF. Absolument. D'accord. Et alors, lui, et en fond, il avait été convaincu par Foccart. C'est son amitié avec Foccart qui l'avait amené vers ça. Il avait été convaincu par Foccart, mais il est nécessaire de dire quand même que l'aptitude de mon père à comprendre la geste politique et le phénomène politique était difficile. Papa parlait pas un français, il parlait le sabir. Ouais. Il fallait véritablement être Champollion pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais Foccart comprenait papa. Et il a été un serviteur de la cause du général. Mais pas par la politique, pas par la politique, par amour du général, enfin par la admiration. passion qu'il avait pour cet homme. Mais allez demander à Monsieur Bourgi de dire pourquoi il aimait le général, sur quoi se fonde. Il en aurait été incapable. Mais il aimait cette image, cet homme à qui il avait serré la main en 1944 à Dakar, et l'amour est né. L'amour, il n'y a pas d'autre terme. Alors, est-ce que le petit Robert Bourgi, assistant à ces rassemblements de notables libanais à Dakar, et voyant écouter en disant, et votre père, j'en disais, il fallait aller absolument que vous vous mobilisiez pour aider ce parti, honnêtement, vous vous en rappelez bien? Absolument. Ouais. Absolument. Vous savez, j'avais 5 ans, 6 ans, et j'avais un frère aîné, Albert, auquel je voudrais rendre hommage. L'universitaire. Professeur agrégé de droit, oui, qui traverse une période difficile sur le plan santé. Et papa nous disait, allez chercher Monsieur Foccart. Papa n'a jamais dit Foccart. Il disait Foccart. Foccart. Il savait pas, c'était un sabir. Ouais. Foccart. Et nous savions que Monsieur Foccart logeait à l'hôtel du Globe à 100 mètres de la maison. Et nous allions chercher Monsieur Foccart, qui venait à la maison, et quelquefois, il était en Sarwal. Imaginez une personnalité politique française en Sarwal. Il venait à la maison, il déjeunait à la maison, il dînait, et nous assistions à l'arrivée de richissimes Libanais. On connaissait les richissimes Libanais autour de Monsieur Foccart et tout. Et papa donnait l'ordre, j'entends encore mon pauvre père, toi 1 million, toi 2 millions, toi 3 millions. Et c'était une masse considérable d'argent qui ensuite passait dans les avions et partait vers la France. Mais on les donnait à Foccart. Enfin, ils étaient livrés à Foccart. Ils étaient livrés à Foccart. C'est ça. Foccart avait 1001 moyens de faire partir cet argent vers Paris. Vers Paris. Et cet argent venait aussi d'autres colonies, d'AOF et d'AIF. Voilà. Et justement, alors, est-ce que, et vous vous disiez, alors, je ne sais pas si l'enfant Bourget, mais vous disiez, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est comme ça qu'on fait de la politique. Non, vous n'avez pas dit ça, mais est-ce que c'est quelque chose, parce que c'est très intéressant, parce que c'est ce que vous avez continué, et ô combien, et à une dimension beaucoup plus importante encore à faire. Oui. Qu'est-ce qui a fait, parce que vous avez fait les études, vous avez fait le doctorat en droit public, vous avez fait universitaire, on va pas s'apesantir, mais enfin, c'est très important de voir, vous avez été avocat, vous avez été lobbyiste, conseiller politique, on va parler de tout cela. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé effectivement dans la même démarche que celle de votre père quelque part? Je m'explique. Il faudrait quand même que une petite anecdote. Qui a son pesant. C'est important. Oui. En 1954-1955, j'avais 10 ans. Mon frère en avait 13. Papa nous dit accompagnez-moi
à l'hôtel de la Croix du Sud. C'était l'hôtel numéro 1 de Dakar à l'époque. Je dois y retrouver Jacques Foccart. Papa nous parlait en arabe. Et effectivement, on est arrivé avec mon pauvre père à l'hôtel de la Croix du Sud. On voit monsieur Foccart. Bonjour les enfants. Je dis bonjour monsieur. Et il me dit, tenez, je vais vous présenter à l'ami que doit rencontrer votre père, nous dit monsieur Foccart. Je l'entends encore. Et nous rentrons dans la pièce. Il y avait assis un homme qui s'est mis debout et qui a serré la main à papa. Et c'était monsieur Pompidou, qui était directeur de chez Rothschild, qui était venu, qui revenait de Mauritanie, où Rothschild avait acheté des minerais, des mines et autres. Et il a rencontré papa, il lui a dit, je sais tout ce que vous faites pour la cause du général de Gaulle. Je suis content de vous rencontrer, monsieur Bourgi. Et on a assisté à l'entretien. Et lorsque beaucoup plus tard, étant membre des CDR créés par Foccart, Comité de défense de la République, oui. Jacques Foccart, je l'entends encore me dire, pas de sac pour vous, Robert. CDR. C'est niveau le sac, inférieur. c'était Pasqua. C'était au moment de la guerre d'Algérie. Et les gros bras. Et les gros bras. Absolument. Il valait mieux que je ne m'aventure pas là. Et un jour, au cours d'une réunion des CDR, Foccart m'avait dit, venez. J'étais étudiant à l'époque. C'était quelle époque, ça? 68-69. Ah oui, c'est ça. C'était au moment où on essayait de menacer le régime, mai 68, etc. Exactement. Monsieur Pompidou n'était pas encore président de la République. Non, tout à fait, oui. Il y avait une réunion autour de monsieur Pompidou et Foccart. J'étais étudiant à Nice. Monsieur Foccart me fait monter, il me dit, vous allez assister à une réunion qui est présidée par monsieur Pompidou. Et donc, je vais à la réunion, on était une centaine, et Foccart me prend par la main, il va vers l'ancien premier ministre du général, et lui dit, Georges, je vous présente un garçon que vous avez connu il y a très longtemps. Il lui dit, ah bon? Il dit, Robert Bourgi. Je revois la scène, monsieur Berkoff. Il dit, Robert Bourgi. Il dit, c'est le fils de notre ami Bourgi de Dakar. Ah, comme je suis heureux de vous rencontrer. Je dis, monsieur le Premier ministre, je vous ai serré la main en 54-55 à l'hôtel de la Croix du Sud. C'est quelque chose qui marque un enfant et qui marque un étudiant aussi. Bien sûr. Et donc, je fais cette thèse de doctorat d'État sur le thème le général de Gaulle et l'Afrique noire, un sujet qui m'avait été susurré par monsieur Foccart, qui avait trouvé mon président de thèse, Pierre Dabzi, un cadet de la France libre, un ancien de la résistance, professeur à la Paris Panthéon-Sorbonne. Je réussis cette thèse, je fais, paraît-il, une œuvre magistrale. Et en 76, je voudrais pas être trop long, mais il faut que non, mais tout est lié. Racontez. En novembre 76, en septembre 76, Jacques Chirac venait de démissionner de Matignon, avait quitté monsieur Giscard d'Estaing. Il était Premier ministre de Giscard, et il y a eu la rupture à ce moment-là. Voilà. Et monsieur Foccart m'avait dit, Robert, faites une lettre à monsieur Chirac à l'adresse suivante. Château de Bitty en Corrèze. Monsieur Jacques Chirac, Château de Bitty en Corrèze. Je fais cette lettre et monsieur Chirac me répond. La lettre est dans les annexes et documents. Et en novembre 76, monsieur Foccart me dit, il faudrait que vous rencontriez monsieur Chirac. Et j'ai rencontré monsieur Chirac pendant 15 minutes dans un bureau qu'il occupait place du Palais Bourbon. Et la conversation s'est faite sur l'Afrique, ce que je pensais de l'Afrique. Il m'avait, enfin, des tas de choses. Oui. Et en 81, il est candidat à la présidence de la République. Je fais sa rencontre. Et j'étais prof à la fac de droit d'Abidjan. Il était candidat à la présidentielle. Il me dit, je vous désigne comme mandataire pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, où il y a 100 000 Français. C'est quand même une marque de confiance. Je suis le mandataire de Jacques Chirac. Il est battu. Il crée le think tank, le Club 89, président Aurillac, secrétaire général Alain Juppé, Jacques Toubon, tous ceux qui aujourd'hui
et pendant 30 ans ont été les ministres. Donc vous faites tout de suite partie? Immédiatement. Jacques Chirac a obtenu d'Alain Juppé et d'Aurillac que je sois membre du Club 89. D'ailleurs, le courrier existe dans les mémoires. Le courrier d'accueil d'Alain Juppé et tout. Et il me fait désigner comme délégué national du Club 89 pour tous les pays en développement. C'est énorme. Avec charge, pour moi, de créer des antennes du Club 89 à travers toute l'Afrique. Ce que je fis. Et une année, 2 années après, au cours d'un de mes entretiens avec M. Chirac à la mairie de Paris, il y avait M. Faucard. Tout avait été préparé. Il était revenu, en 77, je rappelle que Chirac était maire de Paris. Maire de Paris et président du RPR. Président du RPR, et donc, Monsieur Chirac me dit de venir lui rendre visite à Paris, à son bureau. Un énorme bureau que vous connaissez peut-être. Et il y avait Faucard, tout était arrangé entre eux. Et là, Chirac me dit, vous savez, l'action politique que je mène a besoin d'argent. Je sais par Jacques, comme il appelait Faucard, ce que fit votre père pendant les années pour le RPF. Je souhaiterais que les commerçants libanais, les richissimes libanais de Côte d'Ivoire, contribuent à financer. Donc c'est lui qui nous a fait transmettre le relais. C'est Chirac. Faucard qui a dit à Chirac, Robert est en Côte d'Ivoire, chargé de mission du RPR, délégué du Club 89, il est connu de toutes les autorités politiques ivoiriennes, chargez-le. Et ma foi, j'ai fait, avec les richissimes libanais de Côte d'Ivoire, ce que fit mon père avec quelques 20 ans auparavant. À Dakar et ailleurs. À Dakar. Et j'ai commencé à collecter l'argent et à le faire passer en France pour le RPR de Monsieur Chirac. De Monsieur Chirac. Alors, mais je n'avais affaire, attention, je n'avais affaire qu'à Monsieur Chirac. Et à l'arrivée de l'avion, nous attendait le fidèle Jean-Claude Laumon. Alors justement, je voudrais, là qu'on parle mécanique, comment ça se passait, comment ça se passe, c'est-à-dire que, est-ce qu'au départ, vous réunissez un certain nombre de gens, dit voilà, on a besoin de fonds pour le RPR, pour la campagne de Jacques Chirac, et comment ça se passe concrètement, c'est-à-dire, vraiment, comment l'argent s'amène, vous amenez les valises, et justement, vous avez parlé de Jean-Claude Laumon et de Chirac, mais juste un mot avant, Faucard a joué un rôle clé là-dedans, principal. Un rôle clé, absolument. Et comment vous définiriez Faucard, Robert Bourget? Si on avait à définir Faucard, que vous avez bien connu, qui a été quand même un personnage clé de la Ve République. Je vais vous répondre par une question que j'avais posée à Monsieur Pompidou, lui-même. Je lui ai dit, j'ai parlé quelques minutes avec lui. Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, que représente pour vous Monsieur Faucard? Il me dit, Jacques Faucard est le podium blindé du général. Je suis le Premier ministre. Il y a un gouvernement, il y a eu des ministres, mais seul Jacques Faucard a été celui qui a été reçu par le général de Gaulle tous les soirs pendant 23 ans. Tous les soirs? Tous les soirs. Et c'est là que Monsieur Pompidou me dit, je suis agrégé de lettres, je suis entouré, les ministres sont des énarques, des normaliens, et la place de Monsieur Faucard est unique, et il n'a qu'un seul bac, le premier bac. Je le tiens de Monsieur Pompidou. Et ensuite, je demande à Monsieur Faucard après, il me dit oui, j'ai passé le premier bac. J'ai pas passé le baccalauréat, j'ai eu le premier bac. Ce que je fis, moi, plus tard, j'avais passé un bac, moi. Et voilà. D'accord. Et il y a Jacques Faucard, comment le définir? C'était le grand Manitou. Il savait respecté par les chefs d'État africains, respecté, adulé, adulé et craint. Craint par les chefs d'État africains. J'ai vu avec quel respect il recevait Jacques Faucard. Je vois encore Bongo lui tenir la main. Je vois encore Mobutu venir l'accueillir à l'aéroport
tout-puissant président de la République du Zaïre, venir accueillir Jacques Foccart, c'était quelque chose d'incroyable. Et là où Foccart était présent, il n'y avait pas de ministre. Il n'y avait pas de premier ministre. Il y avait Jacques Foccart et c'était terminé. Ni ambassadeur, ni ministre, ni rien. Ambassadeur, n'en parlons pas. J'ai eu cette chance de connaître un homme, je crois, unique dans l'histoire de la Ve République. Alors justement, Robert Bourgi, avançons, vous parliez de l'avion. En fait, racontez-nous comment c'est une opération normale de levée de fonds et de transport de fonds et de contact. Comment ça se passe? À l'appel de Monsieur Chirac, que je voyais 2-3 fois dans l'année, hein, il me disait, voilà, il me faudrait de l'argent. Il vous disait combien? Il vous donnait non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Je compte sur vous. Que faisait Robert Bourgi, prof à la fac de droit d'Abidjan? Je convoquais une vingtaine, trentaine de personnes qui répondaient à l'appel. Et je faisais ce que fit mon père. Je savais exactement quelle était la fortune de M. Berkoff, la fortune de Corentin. Je disais, voilà, toi c'est ça, toi c'est ça, toi c'est ça. Et tout le monde acceptait? Opiné du bonnet. Je n'ai jamais eu un niet. Quelqu'un qui vous a dit, ah non, mais c'est trop, non, j'ai des problèmes. Non. D'accord. L'argent était ramassé. Puisque vous me posez la question. Ouais. Une fois, il y avait quelques 100 millions. Je sais pas, les jeunes... 100 millions de francs, hein. 100 millions de francs CFA. Le franc CFA valait le double. 100 millions CFA valait 2 millions de nouveaux francs français. Ah, c'est ça, oui. Il faut le rappeler. Oui. 100 millions CFA, c'est 2 millions de nouveaux francs français de l'époque. Oui. Un jour, il y a eu un peu plus de 100 millions CFA. Donc, 100 millions CFA en francs CFA. Et le franc CFA était convertible en francs. Et pardon, et toujours en cash. Il est évident. On ne prenait pas les boîtes de sardines et les boîtes de thon. C'était en cash. Et une fois, il y en avait tellement qu'un des commerçants libanais qui vendait des boîtes de luxe, vous vous souvenez de ces boîtes de savon en poudre pour les machines à laver, les grandes, et on a tout mis dedans, et mais vous me posez les questions et ça me fait remonter l'horloge du temps. J'appelais Monsieur Foccart, j'ai dit, doyen, je l'appelais doyen, il y a ça. Il dit, écoutez, j'en parle à qui vous savez, et moi, que faisais-je? Parce qu'il fallait que l'argent parte d'Abidjan vers Paris. Vers Paris, bien sûr. J'appelais le gouverneur Guinéré, qui était un ancien administrateur de la France d'outre-mer, un ancien gouverneur, qui était directeur du cabinet du président Houphouët-Boigny. Je lui dis, monsieur le gouverneur, j'ai prévu de partir. Alors, que faisait le gouverneur? Il désignait un émissaire, toujours les émissaires. Un émissaire pour porter le colis, vers l'avion, monter dans l'avion. Nous faisions le trajet. Avec vous, bien sûr. Avec moi. Bien sûr, avec moi. Bien sûr. Moi, j'étais, autant le dire, moi, j'étais en première classe, et l'émissaire était en classe affaires ou en éco, toujours ne quittant pas le siège. Mais c'est lui qui, l'émissaire, avait les valises, portait les valises. C'est lui qui portait la valise. Ouais, d'accord. Okay. La boîte de bonus, ce jour-là, c'était une boîte de bonus qu'on avait enveloppée dans du papier craft. Pas mal. Et à l'arrivée de l'avion, regardez bien, vous savez, quand vous sortez de l'avion, il y a... C'était Orly à l'époque? C'était Roissy déjà. C'était Roissy déjà. La passerelle télescopique. Oui, absolument. Quand vous sortez de l'avion, monsieur Berkoff, quand on sort, vous avez vu qu'il y a tout de suite une porte à gauche avec des escaliers qui mènent vers la piste. La piste, oui, absolument. Alors, Lomont était là. Donc le chauffeur de Jacques Chirac. Le chauffeur de Jacques Chirac, directeur de cabinet. Jean-Claude Lomont. Jean-Claude Lomont, le chauffeur mythique de Jacques Chirac. Le chauffeur personnel. Il était là. Oui. Alors il me dit, comment vas-tu, Robert? La bise. Il était sur le tarmac. Non! Alors? Il était en haut. Il n'y avait pas une voiture qui attendait sur le tarmac. La voiture du maire, 19 LK 75,
Attendez, 19, c'était la Corrèze. À la voiture du maire de Paris. Attendez, juste au bas de la passerelle. Ouais. Et il me dit, je lui dis, tiens, je te présente X. Alors, il partait avec lui, il descendait avec lui, et moi, je continuais, je passais les formalités. Jean-Claude prenait l'émissaire, et il m'attendait où? À la sortie. Ah oui, d'accord. Ah non, moi je suivais le circuit normal. Ah oui, c'est ça. Mais j'étais pris en charge par le personnel d'Air France. Il faisait le circuit. Voilà, il faisait confidentiel. Il m'attendait dehors, vous voyez. Et on partait vers la mairie de Paris, ou quelquefois vers la rue de Prony, chez Focard, ou bien si Focard était à l'Usarche, vers l'Usarche. Voilà la démarche. D'accord. Alors vous aviez 3 destinations, soit la mairie de Paris, soit Prony, le domicile de Focard, soit l'Usarche, la Villa Charlotte de Monsieur Focard. Ça dépendait. C'est Lomont qui me le disait. Il me disait quelquefois, bon, c'est le maire t'attend. Je dis, il n'y a pas de problème. Alors comment ça se passait quand vous arrivez, mettons, à la mairie de Paris? Comment ça se passait? C'est la voiture de Monsieur Chirac. Oui. On se garait dans la cour d'honneur et Monsieur Lomont avait un bureau en bas. Dans la cour d'honneur, il avait une petite loge. Ouais. Il avait son bureau, son café et tout. Et garé à côté, juste à côté, il y avait une Auto Bianchi, une Austin ou une Auto Bianchi. C'était la voiture de Claude. Claude Chirac, qui était gamine à l'époque, attention, qui était gamine. Ouais. Mais les relations n'étaient pas... Déjà, elles n'étaient pas cordiales entre eux. Moi, j'attendais, téléphone sonnait, il dit, allez, on monte. Alors, on montait, l'émissaire portait... C'est toujours l'émissaire qui portait les valises. Il portait, on montait le bel escalier de la mairie de Paris. Ouais. On attendait dans la salle d'attente, dans le couloir qui menait vers le bureau du maire. Il attendait là. Et à ce moment-là, arrive Chirac, toujours lui. Bonjour Robert, je lui dis, mes respects, monsieur le maire. Ah, bonjour. Il n'en avait rien à faire de l'émissaire. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? La Côte d'Ivoire va bien? Le président Oufouette voit bien? Que le gars ne voit jamais. Il le voit au cinéma, à la télé. Et nous rentrions dans le bureau du maire. L'émissaire posait le colis et il s'en allait. Il reprenait avec Lomont, il repartait avec Lomont. Il m'attendait en bas. Donc il y avait vous, Chirac et les colis. Et les colis. Ouais. Et il me dit alors, comment va Oufouette, comment va Néré, comment vont nos amis du RPR? Il était au courant de rien. Et je lui dis, ça va, monsieur. Et alors, et vous, les enseignants, les étudiants et tout? Il n'en avait rien à faire de tout ça. Et ensuite, il me dit, alors, la recette a été bonne? Et je vous assure. La recette a été bonne? Je lui dis, oui, mais il me dit, à combien? Je lui dis, à 100 millions. 100 millions? Il me disait, ça fait combien? Je lui dis, mais monsieur le maire, vous savez très bien, ça fait 2 millions de nouveaux francs. Ah, c'est pas mal. Est-ce qu'il faudrait que je les reçoive? Et je venais avec une liste des Libanais qui avaient fortement contribué. Ouais. Je dis, monsieur le maire, il serait bon quand même que vous les receviez. Telle ou telle personne. Voilà. Et il les recevait. Il les recevait. Les donateurs, ouais. Il les recevait. Il les a reçus 3-4 fois au cours des 7 ans où je suis resté en Côte d'Ivoire. Il les recevait, non. Ouais. Et tout a pris fin en 1986. Date à laquelle je reçois un coup de fil à mon domicile à Abidjan et on se raconte tout. Hein. Le jeudi au cuisinier, je travaillais dans le salon. Je dis, Youssouf, va réponds au téléphone. Et j'entends Youssouf qui dit, d'accord, monsieur. Je vais chercher le patron. Il vient me voir, il me dit, patron, il y a monsieur Silac qui l'appelle le téléphone. Je dis, qui? Il me dit, monsieur Silac. Je sais pas, monsieur. Alors, je prends le téléphone. Robert? Oui. Jacques Chirac. Faites vos bagages. Vous êtes au cabinet du ministre de la Coopération. Je suis désigné comme Premier ministre. Vous allez... Ah oui, au moment de la première cohabitation avec Mitterrand. Et je lui dis, quel est le ministre? Il me dit, c'est le président du Club 89, Michel Aurillac, votre ami. Et me voilà parti en 48 heures. Bagage fait. Donc, je me suis retrouvé à Paris.
Et là a commencé la grande lessive. De par mes fonctions, j'étais en contact avec tous les chefs d'État. Ben oui. J'avais en la plus coopération. mon poste de chargé de mission du RPR pour toutes les relations avec les pays d'Afrique. J'avais comme fonction délégué national des clubs 89. Ça m'a ouvert les portes des palais présidentiels africains. Et là a commencé la grande lessive, qui n'a cessé. Oui, jusqu'à quand alors? De 86 à quand? Jusqu'en 2007. Jusqu'en 2007. Jusqu'en 2007. 21 ans. Jusqu'en 2007. Monsieur Berkoff. Ouais. Jusqu'en 2007. Coup de fil de Chirac, demande de Chirac, départ de Bourgi vers les chefs d'État. Il me désignait celui-ci. Et c'est Chirac qui vous désignait? Ah oui, lui qui il vous me disait, allez voir là, il va aller voir tel. Oui. Allez voir Denis c'est Sassou. Oui. Allez voir tel et tel. Et je l'ai fait jusqu'en 2007. Alors, il y a quand même dans votre livre 2 histoires que je voudrais raconter parce qu'elles sont très belles. Vous racontiez, je vous dis, en tout cas, je recommande vraiment de lire le livre de Robert Bourgi parce que ça fourmille et ça explique très très bien le système. Je voudrais que vous racontiez 2 épisodes concernant Chirac puisque ça a été, en fait, vous avez eu 7 ans de Chirac maire de Paris et ensuite 27 ans de 80. De 88 à 2007, Chirac président. Chirac président, oui, c'est ça. Et oui, c'est quand même pas mal. Alors, les 2 que je voudrais que vous racontiez, parce qu'elles sont très bonnes, c'est qu'un jour, il y avait des valises, mais vous êtes venu avec des djembés, les tambours africains. Alors là, je trouve, cette histoire est quand même rocambolesque. C'est drôle. Pourquoi vous avez besoin de djembés alors qu'il existe des valises? Franchement. Monsieur Chirac vient me retrouver dans le bureau de Dominique de Villepin. Qui était quoi à l'époque? Secrétaire général de l'Élysée. Ah, c'est ça, oui. Il a quitté le poste en 2002 pour être ministre des Affaires étrangères. Nous étions en 2001. Et donc, je vois Dominique de Villepin. Il n'est que de voir le manuscrit de mes rendez-vous avec Villepin dans les mémoires, je le voyais beaucoup plus souvent que ne le voyait sa femme. Et Dominique me dit camarade, il m'a toujours appelé camarade. Et quand j'allais en audience là-bas, c'est marxiste. Camarade, et mon nom pour les rendez-vous à l'Élysée avec Dominique, c'était Chambertin. D'accord. Il adorait le vin, le Chambertin. C'était le vin de l'empereur. Certes. Et moi, il m'a converti au Chambertin. Donc, j'étais dans le bureau de Dominique, il me dit, le président va venir. Il me dit, apprêtez-vous à vous en aller, encore. Je lui dis, encore? Il me dit, vous savez, 2002, nous n'avons plus, à cause de Jospin, les fonds spéciaux. Rappelez-vous, Jospin est arrivé, la cohabitation. La cohabitation, troisième cohabitation. Tout à fait. Et on n'a plus les fonds, bon. Arrive Chirac, magnifique. Quel bel homme c'était. Quel bel homme. Et il arrive, ça va, Robert? Je lui dis, ça va. Mes respects, monsieur le président, oui, ça va en pleine forme. Comme d'habitude. Je lui dis, bien sûr, comme d'habitude. Il me dit, voilà, écoutez, nous avons besoin d'argent. La campagne présidentielle de 2002 est coûteuse. Je lui dis, comme toutes les campagnes, oui, monsieur le président. Il me dit, cette fois-ci, il va falloir aller voir Blaise. Je lui dis, c'est plus Bongo. Il me dit, Bongo a assez donné, faut pas trop lui en demander. Blaise, rappelez, c'est le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. D'accord. Et il me dit, allez voir Blaise. Je lui dis, monsieur le président, avec Omar Bongo, j'y vais sans coup de fil de vous. Avec Blaise, que je connais, que je tutoie, que j'appelle Blaise, il vaut mieux que vous appeliez passer quand un même coup de fil pour dire je t'envoie Robert. C'est ce qu'il fit immédiatement du bureau de Dominique de Villepin. Et me voilà parti à Ouaga. À l'époque, souvenez-vous, monsieur Berkoff, les juges tournaient beaucoup autour des tourments, des turpitudes de la France-Afrique. L'affaire Elf, oui. l'Angola Gate, ouais. Les biens mal acquis.
bien mal acquis. Et Absolument. qui visait que les chefs d'État africains. Mais vous n'avez jamais rien eu à faire avec ça. Jamais. Non, il faut le dire parce que. Mais vous posez dites la que- question après. Oui, J'aimerais d'accord. bien que vous me posiez la question. D'accord. La réponse est là. Donc, il vous envoie chez Blaise. Je vais chez Compaoré. Blaise, Oui. je vais voir Blaise, et il me dit comment va le grand. Je dis le grand a besoin de sous. Il me dit oh, d'après toi il faut lui préparer combien? Je lui dis écoute-moi bien Blaise. Il a dit qu'il avait besoin d'argent. Tu vas te débrouiller. Il me dit tu sais les juges tournent autour de nous. Ouais, ouais. Je lui dis J'étais- arrange-toi. Ah, c'était en l'époque des 2001. fausses factures, l'époque de tout ça. Je lui Enfin, dis, arrange-toi, il faut que tu envoies l'émissaire rapidement. Il me dit, bon, d'accord, je vais penser à un système qui ne sera pas les mallettes, qui ne sera pas les valises, mais je trouverai, t'inquiète pas. Et je sais que Dominique de Villepin, ouais. est très porté sur ce qu'est la musique, l'art et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je repars sur Paris, je rencontre à Dominique et au président de la République. Je lui dis, il y a un émissaire qui va venir. 2 ou 3 jours après, Blaise Compaoré m'appelle, il me dit, je t'envoie, comme on dit en Afrique, je t'envoie Salif Diallo, qui était ministre d'État, ministre de l'Agriculture, mais l'homme le plus proche du président Compaoré. Ouais. Et je t'envoie, prépare le rendez-vous. J'appelle Dominique de Villepin, je lui dis, écoutez, on a un émissaire qui arrive, préparez-moi le rendez-vous. Le soir même, Dominique m'appelle, il me dit, ça sera dimanche soir, et je prendrai les dispositions nécessaires. Je vais rendre visite à Salif Diallo, la veille du rendez-vous. Il était arrivé à Paris, dans un hôtel près des Champs-Élysées. Je vais dans sa suite, il m'offre le café, et je lui dis, tout est prêt? Il me dit, oui, tout est prêt, je vais te montrer. Et on entre dans son salon, et je vois 4 djembés posés sur le sol. Je lui dis, mais... C'est les tambours africains, les tambours africains. Les tambours africains. Et je lui dis, mais Blaise, Salif, il y a un spectacle du Burkina Faso qui est prévu, je sais pas. À la Comédie des Champs-Élysées. Oui, j'ai pas reçu d'invitation. Il dit non, c'est le grand frère là qui me dit qu'il faut donner ça au président. Je lui dis dans les djembés. Je lui dis mais où est l'argent? Il me dit l'argent est dans le ventre des djembés. Et il retourne un djembé, il y avait des cordes, vous savez. Ouais. Comment on va faire? Mais comment on va faire la voiture diplomatique? Il me dit, la voiture de l'ambassadeur du Burkina Faso, on a fait l'essai, ça ne contient que 2 djembés. Et il faut ta voiture. Je dis, mais bon, ma voiture n'a pas la plaque diplomatique. Il me dit, tu préviens Dominique. Tous connaissaient Dominique. Je préviens Dominique, je lui dis, écoutez, il y aura 2 voitures, la mienne et celle de l'ambassadeur, mais enfin, qui contient l'émissaire de Compaoré. Et le dimanche soir, nous arrivons, les gendarmes étaient prévenus, le portail de la cour d'honneur s'ouvre, et voilà 2 voitures qui rentrent, le portail se referme. Donc à l'Élysée, oui. La cour d'honneur. Oui, la cour d'honneur, oui. Et l'émissaire sort, le chauffeur sort les 2 djembés de la voiture de l'ambassadeur, de l'émissaire. Moi, j'avais donné le volant à mon fils, je venais d'être opéré du dos, j'avais subi une intervention parce que j'avais une lombo-sciatique à forme paralysante, autant tout dire, et j'ai dit à Olivier, sors les 2 djembés. Mais seulement monter 4 djembés au premier étage, j'ai appelé la secrétaire de Dominique de Villepin, Nadine. Je dis, Nadine, il y a un gros problème. Il y a 4 djembés. Elle me dit, quoi? J'ai dit, il y a 4 djembés. Alors, que quelqu'un vienne le porter. Elle me dit, je descends avec monsieur. Monsieur, c'est Dominique. Voilà que Dominique descend, Nadine descend, chacun prend un djembé. Le ministre d'État prend un djembé et mon fils en prend un. Et je me retourne. Je dis, bon Dieu, il y a les gendarmes, il y a tout le monde. Pour voir, et je me retourne. Les gendarmes,
Parce qu'il me connaissait. Ouais. J'étais un visiteur permanent. Il riait aux éclats. Il riait aux éclats. Et j'ai pensé tout de suite au général de Gaulle. Oui. J'ai dit, mon Dieu, le général doit se retourner dans sa tombe. Ouais. Et nous voilà montés. Ouais. On monte. Donc au bureau chez Villepin. Le Villepin était désigné comme le réceptionniste ou le réceptacle. D'accord. Les 4 djembés sont posés comme ça. Salif Diallo se met là, je me mets là, j'avais toujours mon fauteuil. Et Dominique sort de son bureau et se met là. Et le fauteuil qui attendait le président, qui arrive à ce moment-là, toujours en bras de chemise, bel homme. Et, monsieur le ministre d'État, comment allez-vous, cher ami? Et Chirac regarde les djembés. Ça va très vite dans sa tête. Et il dit, alors, quel bon vent vous amène et tout et tout. Il dit, monsieur le président, je suis venu vous remettre le témoignage d'amitié, de fraternité de votre frère, président Compaoré. Et il m'a chargé il m'a chargé de vous remettre les djembés. En hommage à mais Chirac ne savait pas qu'il y avait l'argent dans les djembés. Et il me regarde. Je lui dis, monsieur le président, rassurez-vous, l'argent est dans les djembés. Ah bon? D'accord. Mais pourquoi? Et Salif doit lui dire, monsieur le président, les juges et tout. Et Chirac dit à Villepin, il dit, mais Dominique, comment faire? Il dit, je crois que j'ai de quoi ouvrir les djembés, oui, les ressorts, djembés. Là, oui. Ouais. Et Villepin fouille dans son tiroir et il sort un canif. Et Salif Diallo de lui dire, mais Dominique, ça suffit pas le canif, il faut quelque chose de beaucoup plus gros pour couper les cordes. Alors Villepin est allé dans le bureau de la secrétaire et il revient avec des ciseaux. Et voilà que Chirac et Villepin retournent les djembés, coupent les cordes, et les djembés vomissent, il n'y a pas d'autre terme, vomissent des dollars, mais des billets de 5 et de 10. Mais alors en veux-tu, en voilà. Hein. Alors là, quand j'ai vu le grotesque de la situation, j'ai dit à l'émissaire qui était gêné comme tout. Et il était là, l'émissaire, oui, bien sûr. Oui. Ouais. J'ai dit, Salif, on va partir. J'ai dit, monsieur le président, avec votre permission, je vais m'en aller avec votre visiteur. Il a autre chose à faire. Nous nous sommes levés, nous sommes partis. Mais avant que nous sortions, Chirac dit, mais comment va-t-on faire pour convertir tous ces billets? Je lui ai dit, monsieur le président, ma mission est terminée. Je m'en vais. Voilà l'histoire des djembés. C'était en dollars. Alors, c'était des dollars. Que des dollars. 5 dollars, 10 dollars. Mais il y en avait, mais ça vomissait. Magnifique histoire. Alors, une autre avant de parler du fond. Mais celle-là aussi, c'est quand même magnifique. Jacques Chirac et sa veste. Vous l'avez vu, vous aviez une fois de plus apporté un certain nombre de mannes célestes, sonnantes et trébuchantes. Et puis, racontez, Robert Bourgi, parce que c'est dans votre livre et c'est passionnant. Nous sommes en 1994. Jacques Chirac était à la peine dans les sondages. Monsieur Balladur caracolait en tête. Ouais. Et tout le monde pensait que Balladur... Les rangs s'éclaircissaient autour de monsieur Chirac. Ouais. Il y avait quelques rares fidèles, dont était Dominique, qui était directeur de cabinet d'Alain Juppé, au Quai d'Orsay. Et j'étais allé à Libreville, et Bongo me dit, je suis triste pour Jacques, fiston, ne repars pas les mains vides. Je vais te faire parvenir quelque chose pour Jacques. Je lui dis, il n'y a pas de problème, papa, mais Jacques Faucard pense que M. Chirac va remonter le handicap. Il me dit, si Jacques le dit, Jacques Faucard, je crois beaucoup plus Jacques Faucard que Jacques Chirac. Que les sondages, de M. Pasqua. Ouais. Pasqua qui avait rejoint Balladur, absolument. Et il m'a dit, je vais t'envoyer un émissaire. Quelques jours après, mon retour à Paris, un émissaire se manifeste auprès de moi et me dit, grand frère, j'ai quelque chose pour Monsieur Chirac.
Je lui dis, il n'y a pas de problème, viens me chercher. La voiture diplomatique gabonaise 43 CMD1 vient me chercher. Nous allons à la mairie de Paris, la cour d'honneur, là aussi. Ouais. L'aumône il était redevenu maire de Paris. Voilà. Jacques Chirac. Il était redevenu maire de C'est ça, Paris. redevenu maire de Paris, absolument. L'aumône, le fidèle l'aumône nous attendait. Il me dit, le maire vous attend. Et nous sommes montés, et on a attendu dans un petit salon attenant au bureau du maire. Jacques Chirac arrive. Comment va Robert? Je lui dis, très bien, monsieur le maire. Il salue l'émissaire. Nous allons au bureau du maire. Là, je dis à l'émissaire, donne-moi. C'était une petite serviette. Vous savez, une serviette en cuir. Oui, ça va être en cuir. Et je lui dis, combien là dedans? Il dit, à 100 millions. 100 millions CFA. Ouais, 100 millions. Non, 100 millions, 1 million de nouveaux francs français. 1 million de nouveaux francs français, d'accord. Et d'accord. Et il s'en va, je lui dis, attends avec le chauffeur en bas. Et je rentre. Et je dépose, je donne l'Elias, oui, ouais. je donne la serviette au maire. Ouais. Il dit, une bière, Robert? Autant tout raconter. Je lui dis, monsieur le maire, vous me poursuivez toujours avec la bière? Je n'aime pas la bière, j'aime le whisky. Il me dit, vous me cassez les pieds, on va se partager une bière. Il fait venir une bière. Et à ce moment-là, il ouvre la mallette. La serviette, ouais. Et la serviette. Et il dépose 10 paquets, 100 000, 100 000, 100 000, 10 fois 100, ça fait 1 million. Ouais. Et il me dit, pas mal, il est généreux. Je lui dis, vous savez, il est inquiet pour vous. Il me dit, non, mais j'y crois, Robert. Je lui dis, j'espère bien, monsieur le maire. Et il se lève, il était assis, il a mis les 10 paquets, et il se lève, il était en grande chemise, il se lève, il va vers son bureau, et il met sa veste. Il revient, il prend un paquet, il met là, il prend un deuxième paquet, il met là, il prend un troisième paquet, il le met là, il prend un quatrième paquet, il le met là. Et il se lève, et il va pour fermer. Il n'arrive plus à fermer. Il n'arrivait. Je lui dis, mais monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites? Et il me dit, je lui dis, mais monsieur le maire, ça se voit, vous avez pris du poids, mais on voit les liasses de billets. Je vous assure, sur mes enfants, que c'est la vérité. Quand Bourgi jure sur ses enfants, c'est la vérité absolue. Je dis, monsieur le maire, s'il vous plaît. Il me dit, oh là là, vous êtes pénible aujourd'hui, hein. Je dis, mais je vous dis la vérité, monsieur le maire. Alors, il prend un paquet qu'il met, il prend un paquet là qu'il met, je dis, fermez la veste, il ferme la veste, levez les bras, il lève les bras, je dis, ça va là maintenant. Oh. Alors, il retourne vers son bureau, il prend le téléphone, l'aumône, vous montez. Le fidèle l'aumône qu'on a jeté comme un malpropre, le pauvre. L'aumône arrive, Chirac le prend de côté, il lui chuchote quelque chose à l'oreille, il lui donne 2 paquets. Les paquets, ouais. Donc, 200 000, lui donne, et les 8 autres, il se lève, il les met dans la serviette, il va tout au fond du bureau où se trouve le coffre. Moi, je reste là. Le fameux coffre. Je reste là. Bien sûr, il y avait sa bière à laquelle je n'ai pas touché. Et il revient. Il me dit, bon, je vous remercie. Le whisky, je l'attends toujours. Et je vous remercie, Robert. Je lui dis, remercier le président Bongo. Il me dit, non, je vais le faire ce soir. Ce qu'il fit, d'ailleurs. Ce qu'il fait, oui. Je sors. Et lorsque je suis arrivé à la cour où m'attendait le chauffeur de l'ambassadeur du Gabon, je lui dis à Jean-Claude, qu'est-ce qu'il t'a dit à l'oreille? Jean-Claude me regarde, il me dit, il faut aller payer en espèces. Je lui dis, où? Il me dit, chez un joaillier. Chez un joaillier. Chez un joaillier. Et je n'en dirai pas plus. Mais il n'y avait que le joaillier, non mais sans nommer des noms. Il y avait que le joaillier qu'il fallait payer ou il y avait encore d'autres? Non, le joaillier. Ah oui, le joaillier. Dites-moi, alors, Robert Bourgi, non mais il y a des histoires. C'est extra. Combien de temps
est-ce que vous savez, je ne demande pas le chiffre, vous savez combien de fois, pour qui? Alors oui, juste avant, ça s'est arrêté avec Chirac quand il y a eu Sarkozy. Ça s'est arrêté en 2007 avec Chirac. Complètement. Complètement, pour la simple et unique raison. Oui. Pourquoi? En 2005, ouais. il y a un entretien orageux entre le Villepin, Premier ministre, et moi, dans le pavillon de musique. Où Villepin me dit à moi, il va falloir qu'on cesse nos rencontres parce que les juges tournent autour, ça sent le roussi. Vous dit Villepin. Me dit Villepin. Ça sent mauvais. Il était en jogging, tout suant, il venait de faire son jogging dans le jardin. Je le regarde, je lui dis, 1, vous me faites attendre 20 minutes, Dominique. 2, dans le pavillon de musique. Moi, je n'en ai rien à faire de ce pavillon. Vous me receviez dans votre bureau. Il me dit, non, je viens de faire mon jogging. Et je lui dis, par contre, l'argent que vous recevez depuis des années, lui ne sentait pas mauvais. Tout d'un coup, il sent mauvais. Eh ben, d'accord, moi, on a fini l'entretien, je me suis levé, je suis sorti du pavillon de musique, et j'ai marché sur le gazon, et Dominique me courait après. Je lui dis, Dominique, s'il vous plaît, j'ai un tempérament éruptif. Vous m'emmerdez. Je lui dis, vous avez compris, Villepin, vous m'emmerdez. Les relations entre nous, c'est fini. Moi, on ne me parle pas comme ça, on n'insulte pas les chefs d'État africains comme ça devant moi. Surtout et je me quand on a reçu la main, oui. Depuis des années. Ouais. Et je me suis dirigé vers la rue de Babylone. Et quand j'ai été dans la rue de Babylone, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé une amie qui s'appelle Patricia Balm, qui a une agence de communication, qui est une amie de Monsieur Sarkozy depuis des 18 et 20 ans de Nicolas et de Patricia. Et je lui dis, tu sais, Patricia, voilà ce qui vient de m'arriver. Elle me dit, écoute, je vais faire en sorte que Nicolas te reçoive. Tu le connais depuis tellement longtemps, mais comme tu avais pris le parti de Chirac, je vais lui dire de te recevoir. 2-3 jours après. Surtout rappeler que Nicolas avait fait campagne pour Balladur. Absolument, absolument. Donc, Nicolas vous reçoit, mais... Il me reçoit. Oui. Il me reçoit bien. Nicolas, Claude Guéant, et au milieu de l'entretien rentre Cécilia. Nicolas me dit, tu sais les Chiraciens, c'est ça Robert. Ils te foutent un coup de pied au cul quand ils n'ont plus besoin de toi. Autant dire ce qu'il a dit. Hein. Et maintenant, tu es avec moi, tu ne me quitteras pas. J'ai un conseiller Afrique qui s'appelle David Martinon, mais tu es le meilleur connaisseur de l'Afrique. J'apprécierais d'avoir tes notes et tout, et tout, et tout. Mais une chose, je ne veux pas un sou des chefs d'État africains. Je sais, moi, tout ce que tu fais depuis 30 ans pour Jacques Chirac, pour le RPR, et avant, pour les autres partis du gouvernement. Moi, je ne veux plus ça. Moi, je ne veux pas un sou. Je le dis haut et ferme. Pas un sou. Je dis, Nicolas, quand tu verras les chefs d'État, tu le leur diras. Mais moi, je vais passer ton message. Il n'a jamais eu un sou. De 2007 à 2012. Pas un sou. Et après, la question ne s'est plus posée. Enfin, je veux dire, non, c'est Hollande, etc. Non. Moi, enfin, vous avez arrêté. En 2007. En 2007, c'est ça. À la fin de la présidence Chirac, j'ai arrêté ce commerce. Et en fait, que je qualifierais aujourd'hui de nauséabond. Carrément. Oui. Enfin, vous l'avez fait pendant... Oui, je le dis. Pendant 30 ans. Mais autant, quelquefois, on le dit, on se l'avoue après. Il fallait que ça vous dites nauséabond. Alors pourquoi, Robert? Parce que cet argent aurait pu servir à autre chose dans ces pays-là. Mais, vous voulez dire que les chefs d'État ont quand même... Non. Quand on regarde le Gabon comme je le regardais, le Congo comme je le regardais, le Burkina Faso comme je le regardais, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. Cet argent aurait pu être consacré à la construction de choses totalement indispensables aux populations. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant que vous avez fait ça,
Non, c'est très intéressant ce que vous racontez, etc. Robert Bourgi. Personne, à un moment donné, parce qu'il y avait l'opposition qui canardait en disant, oui, regardez les biens mal acquis. Je ne parle pas de ces affaires, vous n'avez pas du tout été dans ces affaires-là, mais en disant, mais qu'est-ce que c'est que cet argent qui circule? Et personne n'a dit au sujet, alors des chefs d'État français ou autres, ils disaient, mais ça ne vous dérange pas, justement, d'avoir de l'argent comme ça, etc. Il y avait l'opposition quand même, ou cette opposition n'existait pas sur cette affaire, sur ces faux. Mais une opposition Française, oui, intramuros, française. Vous savez, la gauche, etc. Je n'accuse personne. Ouais. Mais je sais que Bongo, comme les autres chefs d'État africains, était généreux, pas simplement avec la droite. Mélanger la chèvre et le chou. Non, non. Un jour, je voudrais que les auditeurs du Tocsin l'écoutent. Un jour, Bongo me dit, je dis, mais papa, pourquoi donnez-vous de l'argent à tous les candidats? Oui. Il me dit, au moins sur les chevaux, il y en a un qui va rentrer. J'aurais misé là-dessus. Eh oui, je vous assure. C'est logique. Mais et que je raconte une autre anecdote. Roland Dumas et Robert Bourgi dans l'antichambre de Bongo. Ah oui, pas mal. Si vous le voulez bien. Non, non, tout à fait. Après, j'aurais une question à vous poser sur les conseils et tout ça. Alors, racontez. Alors, là aussi, Bongo me fait venir 1988. Exactement. C'est ça, hein. Début 88, Chirac était à la peine, c'est vrai. Face à Mitterrand, tonton revient. Ouais. Chirac paniquait un peu. Raymond Barre était là. Et Chirac m'envoie à Bongo. Bongo me dit, viens me voir demain soir. Mais en début de soirée, le capitaine Simba vient me chercher à l'hôtel, m'introduit dans l'antichambre du président Bongo, m'installe, j'attendais que la lampe verte s'allume pour que je rentre. J'attendais, je discutais avec le capitaine Simba, qui me demandait ce qui se passait en France, qui était le candidat en pole position. Oui, je rappelle, c'était Mitterrand-Chirac, élection présidentielle. Et Raymond Barre. Et Raymond Barre, absolument, bien sûr, bien sûr. La porte s'ouvre. Et d'autres. L'autre porte s'ouvre, rentre qui? Roland Dumas. Personnage majeur de la gauche, ami fidèle du président Mitterrand. Il rentre, je me suis levé, mes respects, monsieur le ministre d'État. Il me dit, je crois, Bourgi, que nous venons pour la même chose. Ça n'était pas au petit Bourgi de répondre. Je me suis dit, il vaut mieux que tu te taises. J'ai rien dit. Il s'est assis, accompagné par un autre aide de camp, le capitaine Anchama, et je me suis assis, la lampe verte s'allume, mon aide de camp se lève, il me dit, vous allez rentrer. Je lui dis, Simba, moi je ne rentre pas avant le ministre d'État. C'est à lui de rentrer avant moi. C'est quoi? C'est le respect de la hiérarchie ou quoi? Le respect de la hiérarchie, monsieur Berkoff, je suis un oriental. Ouais. On a le respect de l'aîné. C'était votre aîné. On a le respect de l'aîné. Il est rentré avant moi. Simba, mon aide de camp, me dit, aïe, ça va être chaud pour toi, grand frère. J'ai rien dit. La porte s'ouvre, Roland Dumas sort, plus lourd qu'il n'y était entré. Avec une belle valise. Il y a un sac, c'est un sac en toile de jute. Et c'est la première fois, d'ailleurs, je crois, que je dis que c'était un sac en toile de jute. Et il sort, et il va vers l'autre porte où l'attendait l'autre aide de camp, le capitaine Nchama, pour porter le... Et je rentre. Et là, vous vous êtes fait engueuler. Engueuler. Tout y est passé. Couillon, imbécile, abruti. J'ai rien dit. Omar Bongo qui vous... Il m'a allumé. Mais complètement. Il m'a dit, j'avais préparé pour Jacques et voilà que lui... Mais tout bien réfléchi. Certes, il y en avait moins pour Chirac, mais Bongo avait bien fait les choses parce que c'était un metteur en scène extraordinaire. Il voulait que dans cette salle d'attente, l'homme de Mitterrand voit que l'homme de Chirac reçoit de l'argent, comme il voulait que l'homme de Chirac
voit que l'homme de Mitterrand est venu pour l'argent de Mitterrand. Nous misons sur tous les chevaux. Voilà, et tous comme les ça, chevaux. on sait que là... Alors justement, alors Robert, c'est vrai que c'est Robert Bourgi, c'est une anecdote passionnante. Mais je voudrais savoir, vous parlez de tout ça, vous dites, vous, en 2007, voilà, ça s'est arrêté, nous sommes en 2024. Mais dites-moi, très franchement, et vous le savez, les campagnes présidentielles, elles coûtent toujours autant. Oui. Elles se subventionnent ou se payent ou se financent toujours autant. Et est-ce que un phénomène, vous savez qu'on a parlé de ça, un phénomène comme les conseillers McKinsey, dont on sait le rôle qu'ils ont joué dans l'élection de Macron. Mais même avant, est-ce que aujourd'hui, est-ce que au fond, d'une manière très différente, est-ce qu'il n'y a pas toujours les mêmes, peut-être pas convoi de fonds, peut-être d'autres personnes, est-ce que vous pensez que ce n'est pas toujours le même système qui régit? Le système tel que je l'ai connu, tel que je l'ai pratiqué, oui. Je ne sais pas s'il existe toujours. Parce que ce que j'ai fait, ce que j'ai vu faire, ce que j'ai entendu, c'est que l'homme que vous interrogez, Monsieur Berkoff, était revêtu de la confiance totale de Monsieur Chirac, comme il était revêtu de la confiance totale de tous les chefs d'État africains. Et j'étais le seul rouage de ce système mis en place depuis des décennies auparavant par Jacques Foccart. Est-ce que ça continue aujourd'hui? Je n'ai pas réponse à cela. Non, mais vous êtes toujours au courant. C'est-à-dire, je ne parle pas spécifiquement de Macron, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup du rôle des conseillers en communication. Absolument. Alors, c'est plutôt l'État français qui les paye que eux payent l'État français. Mais à votre avis, d'une manière ou d'une autre, d'autres lobbies, parce que vous étiez un reçu de lobbyiste, d'autres consortiums ne jouent-ils pas le rôle que jouaient les chefs d'État africains à un moment donné? Il est évident que toute campagne électorale coûte cher. Et il faut bien aller trouver l'argent là où il faut le trouver. C'est évident qu'il y a des cabinets qui doivent jouer aujourd'hui ce rôle que je jouais seul. Aujourd'hui, c'est la multiplicité, la multiplication de ces cabinets conseils, en fait, McKinsey et autres. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous aviez noué, enfin le système, il y avait des relations humaines très fortes. Très, très fort. Aujourd'hui, c'est plutôt des relations de système à système. J'ai l'impression, mais attendez, j'y connais moins que vous, bien sûr, beaucoup moins que vous, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plutôt des structures qui parlent à des structures, plutôt que des hommes, je veux dire, de chair et d'os qui parlent à d'autres hommes. Absolument. Ouais. De technostructure à technostructure. Oui, c'est ça. Ceux qui étaient, comment vous dire, guidés par l'âme, aujourd'hui est guidé par le froid. Voyez, la technicité. Et alors, justement, oui, c'est ça. Et vous le déplorez, vous dites, bon, c'est comme ça, les temps changent, il faut s'adapter, parce que je reviens au début de notre entretien, Robert Bourgi. Vous dites, aujourd'hui, et c'est intéressant parce que je voudrais qu'on précise, vous dites, au fond, si on avait pas gardé les bonnes choses, alors il y a des bonnes choses, il y a des choses nauséabondes, vous avez employé le mot, mais il y a aussi des bonnes choses. Et vous dites, si on avait gardé le bon côté, le côté non pas obscur, mais le côté clair de la force, notamment de la France-Afrique, la France aurait été peut-être en meilleure position qu'elle ne l'est aujourd'hui. Absolument. En quel sens? Je le maintiens. Et pourquoi? Parce qu'il existe quand même, et vous l'avez dit dans votre propos liminaire, ce sont des relations séculaires entre la France et l'Afrique. Il y a quelque chose qui bat dans le cœur des Africains et qui bat dans le cœur de chaque Français. Nous avons des relations quand même particulières avec les États africains et avec les populations africaines. Et ce que ne supportent pas aujourd'hui tant les dirigeants africains et les populations africaines, les élites africaines, c'est l'arrogance de nos dirigeants. Comment vous dire, les dirigeants africains ne supportent plus les donneurs de leçons. Et dernièrement, nous avons assisté au sommet de la francophonie à Montpellier. Non, au sommet de la francophonie. Nous avons assisté à un état de tension entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président Macron. Exact. À telle enseigne que le président Tshisekedi, qui est
qui a l'enveloppe charnelle de son père, Papa Étienne, qui était un nationaliste pur et dur, qui aimait son pays et qui aimait le continent. Et Félix n'a pas supporté que l'arrogance du président Macron et qu'il ait manqué à sa parole. Il a pris l'avion, il est rentré chez lui avant la fin de la conférence. Et d'ailleurs, il l'avait fait déjà une première fois à Kinshasa même. Les Africains ne supportent plus et alors justement, Robert Bougie, vous avez parlé de ce sommet France et l'Afrique à Montpellier. Oui. Et vous dites qu'aucun chef d'État africain n'était présent. Il y a 2 ans, le président Macron avait décidé de réunir un sommet France-Afrique et les chefs d'État africains s'apprêtaient à être invités, comme c'est le cas depuis des décennies. Et n'étaient présents à Montpellier que les opposants, tous les opposants à ces chefs d'État africains. Et sans vouloir le désigner nommément, il y avait parmi les opposants un chef d'État africain à ces chefs d'État africains. Il y en avait un qui avait le passeport diplomatique, qu'il avait sollicité du président Macky Sall, et que Macky Sall, président du Sénégal, lui avait donné. Ce titulaire du passeport diplomatique sénégalais, qu'il avait demandé, sollicité, n'a fait que cracher son venin dans la direction de Macky Sall et des autres chefs d'État africains. Et je mets en garde nos dirigeants français, l'actuel président de la République et ceux qui arriveront après, c'est qu'il faut prendre garde à la Russie et à la Chine et à d'autres pays. En Russie, il va y avoir très prochainement un sommet organisé par Poutine, où il y aura plus de 90 pays présents. La Chine en fait de même. Sommet Chine-Afrique. Il a été réuni il y a 3 semaines. Tous les chefs d'État africains étaient là-bas et d'autres pays arabes. Je mets en garde nos dirigeants parce que c'est une manière pour les Russes et pour les Chinois de nous piquer nos relations africaines. Et ça a commencé déjà. Ah oui, largement. Très largement, oui. Largement. Là, c'est la preuve, l'irruption des régimes militaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée et tout dernièrement au Gabon. Et oui. Et ça, c'est quelque chose pour vous qui peut être encore, voilà, pour poser la question brute des décoffrages, parce que vous parlez de ce système et comment ça allait. Maintenant, le système est en train, effectivement, en tout cas, une certaine France-Afrique est morte, quelque chose d'autre lui succède. Donc, vous mettez en garde nos dirigeants, passé, présent, enfin, présent et à venir. Est-ce que ça peut encore être, est-ce que, pour être tout à fait clair, est-ce que la France a encore un rôle à jouer ou il faudra qu'elle se contente à être spectatrice de ce qui va se passer? Spectatrice est un mot trop grand, non, pas adapté. Il faut que la France aujourd'hui accepte d'être un partenaire parmi tant d'autres. Mais la première place lui a été ravie. Je pense qu'elle la récupérera jamais. Et ça, en tout cas, je sais que vous avez raconté énormément de choses dans ce livre. Je pense que vous allez en faire un autre. Le tome 2 est en préparation dans la tête. Dans la tête déjà. Oui. Non, mais je pense que vous allez aller très vite parce que vous avez raconté. Je veux dire, on pourrait encore en parler pendant des heures. Tout ce que vous avez raconté, effectivement. Mais vous avez donné des portraits tout à fait fascinants. Et vous dites quand même, et je voudrais finir là-dessus quand même. Et c'est intéressant. Vous dites par rapport à Chirac, qui est quand même la personne que vous avez le plus côtoyée et connue. Quand vous dites, parce que vous l'avez dit dans votre livre à plusieurs reprises, il aime l'argent. Il aime l'argent, à vous dire. Il aimait l'argent pour lui ou pourquoi? C'est-à-dire, c'est parce que cette expression revient à plusieurs reprises dans votre livre. Vous savez, je ne suis pas le seul à dire que M. Chirac aime l'argent. Il y a eu des procès qui lui ont été intentés, les frais de bouche, les voyages vers l'île Maurice, les hôtels et tout. Non, je puis vous dire que Jacques Chirac aimait l'argent, aimait le confort qu'apporte l'argent. Mais je suis certain, absolument certain,
qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Absolument personnel. Seulement les chefs d'État africains qui étaient très larges dans leur manière de lui donner de l'argent pour sa politique, me posaient toujours la question, mais qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent, Jacques? Je leur ai dit, posez-lui la question à lui. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Il aimait le confort qu'apporte l'argent. Voilà. Et dernière question quand même, on va après voir. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode, par exemple, l'épisode libyen où on a éliminé, et la France a été, je dirais, actrice non secondaire d'élimination de Kadhafi? Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même à un moment donné des erreurs politiques quand même assez majeures? Pour ce qui est de la campagne que Cameron et Sarkozy ont menée, sous mandat de l'ONU quand même, oui. Contre Kadhafi, ça a été une erreur, une faute, parce que la plupart des chefs d'État africains m'avaient chargé de passer le message à Nicolas Sarkozy d'éviter cela. Ah, on vous l'avait dit, oui, d'éviter cela. Et même Jean Ping, qui était à l'époque président de l'Union africaine, avait fait le déplacement à Paris pour dire au président de la République française, Monsieur le Président, évitez cela. Évitez cela. Et d'ailleurs, le président Bongo avait dit à Nicolas Sarkozy, si jamais tout cela arrive, si Kadhafi tombe, l'arsenal militaire immense de Kadhafi va profiter aux groupes terroristes islamistes qui pullulent en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Tout à fait. Et vous y retournez en Afrique? Oui, à Dakar. À Dakar, des invitations me sont lancées d'autres pays, mais je prends de l'âge, Monsieur Berkoff. J'avais les mémoires à rédiger, et je pense aujourd'hui à vivre pleinement mes dernières années. Bah écoutez, on vous les souhaite très longues. Merci. Et on vous les souhaite, et merci en tout cas pour cet entretien. Et puis merci pour ce livre, franchement, qui éclaire beaucoup de choses sur un terrain que beaucoup de gens, sur un territoire, sur un terrain incognita pour beaucoup. Et je crois que vous l'avez très bien couverte. Merci beaucoup, Monsieur Berkoff. Merci à vous.